Bonjour à tous. Alors nous allons commencer le troisième cours sur les aliments et aujourd'hui nous allons parler spécifiquement des protéines. Les protéines, on en retrouve dans de nombreux aliments, spécifiquement dans les viandes et les poissons, dans les laitages et évidemment dans les œufs, ainsi que dans certaines légumineuses, ou produits de la mer évidemment. Les protéines sont des molécules que l'on retrouve en très grande quantité dans notre corps. C'est d'ailleurs la seule catégorie de molécules que notre corps est capable de créer à partir de recettes qui sont dans notre corps. Les recettes, c'est l'ADN que l'on a dans le noyau de nos cellules. Et on peut voir ici différents exemples de protéines. Alors les protéines sont de très grandes molécules, donc il est difficile de les représenter au niveau de leur formule moléculaire. Ce que l'on peut voir souvent, c'est leur organisation spatiale en 3 dimensions, mais vue de loin, car ce sont de très grosses molécules. Alors on voit quelques exemples ici de molécules qui sont des protéines, donc l'hémoglobine, collagène et l'amylase par exemple, dont on va reparler tout à l'heure. Il existe 2 grandes familles de protéines, les protéines fibreuses qui sont longues et qui, en s'associant, vont créer des fibres plus ou moins rigides. Et on a aussi les protéines globulaires qui sont plus compactes, plus volumineuses et que l'on va retrouver à l'intérieur de nos membranes cellulaires ou qui vont servir de connecteurs sur certaines cellules, voire de transporteurs dans le sang. Alors on peut voir à l'écran quelques exemples de protéines fibreuses qu'on peut retrouver dans les poils, dans les cheveux, dans les tendons, les ligaments, dans les ongles ou chez les autres êtres vivants dans les plumes, les coquillages ou les soies des araignées. Les protéines globulaires, donc plus compactes, vont avoir un rôle particulier dans le corps. Par exemple, on va retrouver dans l'estomac, elles vont aider à la digestion. On va, comme on l'a dit, les retrouver dans la membrane cellulaire ou on va les retrouver dans le sang. Comme ici, on peut voir les immunoglobulines, qui sont les protéines du système immunitaire dont nous reparlerons plus tard. Les protéines globulaires peuvent avoir un rôle métabolique, c'est-à-dire de réaliser une réaction chimique, d'aider à faire une réaction chimique. Donc il y a 2 grandes catégories de réactions. La protéine qu'on peut voir ici peut récupérer 2 petites molécules et les associer pour former une plus grosse molécule. Ou alors cette protéine peut récupérer une grosse molécule et la couper en petits morceaux. Alors lorsqu'elle réalise ce genre de fonction, la protéine est appelée enzyme. Et il existe des enzymes donc qui peuvent associer des petites molécules ensemble ou des enzymes qui découpent les molécules. Alors on pourrait imaginer par exemple que cette enzyme est la lactase et qu'elle récupère du lactose et qu'elle le découpe en 2 petits morceaux, glucose et galactose. Alors c'est cette enzyme qui nous aide à digérer le lactose et que certaines personnes finissent par ne plus avoir dans leur système digestif par exemple. Alors de quoi est constituée une protéine? Elle est constituée de différents acides aminés qu'on peut retrouver ici sous la forme de petites sphères colorées. Et ces acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons qu'on peut voir ici en gris. Et ces liaisons sont dites des liaisons peptidiques. Donc on peut voir qu'une protéine peut contenir beaucoup d'acides aminés accrochés les uns derrière les autres. Il existe 20 acides aminés différents qu'on retrouve dans les organismes vivants. Et ce sont les cercles colorés qu'on avait tout à l'heure. En fait, évidemment, ces acides aminés ont des noms qu'il ne faut pas connaître, mais des noms scientifiques. Et ils ont également une structure moléculaire, donc on peut retrouver ici, qu'il ne faut pas connaître non plus. Alors il y en a exactement 12 qui sont représentés à l'écran sur les 20. Ces 12, notre corps est capable de les créer éventuellement s'il ne les a pas en réserve. Alors pourquoi on les nomme? Parce qu'il en existe 8 qui sont difficiles à créer ou voire impossibles à créer dans notre corps, donc il faut absolument les retrouver dans notre alimentation. Donc il faut imaginer que on les retrouve dans les petites boulettes de viande ici par exemple. Il faut absolument qu'on retrouve ces 8 là pour être sûr d'avoir tous les acides aminés qui existent dans nos cellules. Alors à quoi vont servir ces acides aminés? Une fois qu'on a mangé notre morceau de viande par exemple, il va être digéré et ces acides aminés qui vont être récupérés les uns après les autres vont être envoyés dans le sang et vont se retrouver dans les cellules. Donc ici on pourrait voir par exemple une réserve d'acides aminés qui vient de la digestion d'un quelconque source de protéines. Et on peut donc imaginer qu'on est dans une cellule et la cellule pourrait avoir besoin de créer une nouvelle protéine. Par exemple, elle pourrait avoir besoin de créer une protéine pour mettre dans la membrane. Alors comment elle va procéder? Eh bien, on avait vu au début de l'année que les recettes des protéines sont dans le noyau, sous forme d'ADN.
Alors là, la cellule va créer une copie de l'ADN, c'est l'ARN messager, et elle va envoyer cet ARN messager en dehors du noyau et l'amener au ribosome. On l'avait vu au début de l'année, le ribosome reçoit le morceau donc d'information génétique, l'ARN messager, et va le lire, et au fur et à mesure qu'il va le lire, eh bien, il va savoir quel acide aminé il faut accrocher les uns derrière les autres. Donc en lisant l'ARN messager, le ribosome va accrocher un acide aminé, puis un autre, puis encore un autre, et une fois qu'il aura terminé la protéine, donc l'association d'acides aminés, il pourra envoyer la protéine formée là où on en a besoin. Donc par exemple, comme on avait dit, on pourrait imaginer qu'elle serait envoyée dans la membrane de la cellule pour réaliser une quelconque tâche. À noter au passage que le ribosome lui-même est une protéine, est une association de protéines, et qu'on peut même spécifier qu'il s'agit d'une enzyme, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il est capable d'accrocher des petits morceaux d'acides aminés ensemble. Nouvelle famille qu'on peut retrouver dans l'alimentation, évidemment l'eau. L'eau qui est une nourriture essentielle à notre survie, autant que les lipides, les protéines et les glucides. L'eau doit rentrer en quantité suffisante à chaque jour dans notre corps. Elle a deux rôles primordiaux. On en a déjà parlé, l'eau est un solvant. C'est l'eau que l'on retrouve dans notre sang et dans nos cellules et qui est capable de dissoudre la plupart des substances chimiques qui arrivent dans le sang et même de les envoyer donc dans les différents organes qui en ont besoin, dans les différentes cellules. Donc son principal rôle évidemment c'est de solubiliser les substances, et l'eau est également très utile dans le maintien de la température du corps. C'est une substance chimique qui modifie très lentement sa température, donc qui va rester relativement stable. On retrouve également un autre constituant alimentaire très important, ce sont les vitamines. Alors les vitamines sont des molécules relativement complexes qu'il faut intégrer à son alimentation, car on en a besoin pour différentes réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps. Donc il ne faut pas toutes les connaître, juste savoir qu'elles existent, ces vitamines, et qu'on en a besoin, qu'il faut en manger. On voit par exemple que certaines vitamines sont essentielles dans la vision, donc la vitamine A, la vitamine D, notamment dans la fabrication des os, la vitamine C qui permet de créer de nouvelles cellules, etc., etc. On va en avoir d'autres ici qui vont apparaître. Donc, encore une fois, pas forcément utile de toutes les connaître par cœur, mais savoir que chacune d'entre elles peut avoir un rôle très important, et on peut voir ici l'aliment qui lui est associé. Donc, souvent, une alimentation dans laquelle il manque une certaine catégorie peut entraîner une maladie. Alors, vous en avez entendu parler dans votre cours d'histoire. Une carence en vitamine C, par exemple, peut avoir une conséquence et une maladie qui s'appelle le scorbut. Et donc, c'est le cas de à peu près toutes les vitamines. On a également des petits atomes qui sont utiles à certaines réactions chimiques de notre corps. On les appelle des sels minéraux. Alors, chacun d'entre eux chaque sel minéral peut avoir un rôle particulier dans notre corps, au même titre que les vitamines. Donc le calcium, vous en avez entendu parler, dans la calcification, donc dans la solidification des os. L'ATP qu'on retrouve, la molécule énergétique de notre corps qui contient du phosphore. Le sodium qu'on retrouve également impliqué dans la pression sanguine, dans le chlorure de sodium. Le fer qui aide à la création des globules rouges, on en reparlera, ou le magnésium qui aide à la contraction musculaire, on en reparlera également. Certains de ces sels minéraux doivent être retrouvés en très petite quantité dans notre corps. On en a besoin, mais une petite quantité suffit. Donc la vitamine K, le zinc, le sélénium, le cuivre sont eux aussi des sels minéraux, mais en plus de cela, ils sont des oligo-éléments, donc des éléments dont on a besoin en petite quantité. Voilà qui termine le troisième cours sur l'alimentation.